Bienvenue sur la causerie de ce matin avec sur ce plateau Eloge Garaho, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles Christ. Merci de votre présence. Bonjour chers consoeurs. Bonjour DP. Et bonjour à tous. Voilà, vous avez à vos côtés François-Xavier Noumon, chroniqueur, notre chroniqueur maison, chroniqueur économique. Et puis Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs. Merci de votre présence sur ce plateau aussi. Merci à vous aussi. Avec nos invités ce matin, mesdames et messieurs, on va évoquer d'abord, dans un premier temps, le thème de la chronique économique de ce jour. On parle agriculture avec l'UEMOA qui dote le Bénin de 24 magasins de stockage. Monsieur Yawedéou, l'UEMOA au secours des paysans béninois, une bonne nouvelle. Oui, l'UEMOA au secours des paysans béninois, non, au secours du peuple béninois tout entier. Parce que, en réalité, il faut constater que les magasins de stockage sont dans nos habitudes, c'est dans notre culture. Vous allez dans les villages, les paysans savent conserver leur culture, les greniers. C'est ça qui aujourd'hui se réalise à l'échelle nationale. Vous voyez, et pour ceux qui savent comment ça se passe, quand il y a un incendie, les greniers, la récolte avec les greniers s'en vont. Et tout ceci amène la famine et tout ça. Donc, le stockage est déjà dans notre culture et on avait besoin d'améliorer ça. Et aussi, quand ce dispositif manque à l'échelle où ça devrait se trouver, c'est la famine qui intervient parce qu'il n'y a pas l'équilibre dans le temps. Vous voyez, il arrive des moments où vous avez le produit et on ne sait même pas ce qu'il faut en faire. Et l'autre période, et là, ça... il est arrivé un moment où on a appelé ça Nivaquine dans notre pays. Oui. Vous ne dites pas ça, vous n'avez pas une mesure achetée. Vous voyez? Mais il arrive des moments où on en trouve jusqu'à en jeter parce qu'on n'arrive pas à conserver. Donc le problème de conservation, surtout avec le développement qui est en train de se faire au niveau de notre agriculture, a commencé par nous imposer le problème de conservation. Donc, je crois que le diagnostic a été bien fait et que la solution est trouvée à point. Monsieur Gandaro, quel type de problème ce don vient régler au Bénin? Oui, beaucoup de problèmes, et notamment dans le secteur agricole et de façon générale pour contribuer à améliorer le développement économique de nos États dans l'espace communautaire UEMOA, oui. N'est-ce pas? C'est pratiquement ça. Parce que nous avons beaucoup d'institutions sous-régionales, mais on a comme l'impression que ces institutions ne contribuent pas véritablement à régler les problèmes de nos États, des pays qui sont membres de ces institutions sous-régionales et régionales. N'est-ce pas? Vous voyez, comme il a dit, dans nos pays et au niveau du secteur, au niveau du milieu rural, nos paysans qui continuent de travailler de manière précaire, qui n'ont pas les outils, les instruments qu'il faut pour contribuer véritablement à accroître la production et à créer la richesse. Donc c'est cela qui peut contribuer au développement économique. Cette façon de travailler, c'est parce que nous manquons de moyens, nous manquons d'initiatives. Lorsque on fait partie d'une institution sous-régionale, on doit pouvoir sentir qu'on travaille en symbiose. Donc le but, l'objectif visé, c'est d'emmener les États à travailler en symbiose pour améliorer leur développement économique, accroître la production, créer la richesse même, pour que chacun et tout le monde en général sentent que quand même il vit dans de bonnes conditions. Je crois que ce don, c'est 24 magasins, 24 magasins dans 24 communes du Bénin.
d'une valeur de 2 milliards et 600 millions. 600 millions, c'est très important. Et il faut insister sur le fait que, comme il a dit tout à l'heure, jusqu'à nos jours, même avec le développement de nos sociétés, nous continuons par déplorer les problèmes de conservation et de transformation. Or, sans cela, produit beaucoup. Parce que, quelque part, voyez les conditions dans lesquelles nos produits sont conservés. Depuis plusieurs décennies, c'était les greniers. Or, aujourd'hui, avec les sociétés modernes que nous avons, nous ne devons plus être à cette étape-là. Parce qu'en cas d'incendie, en cas de calamité, voyez ce qui se passe. Il y a beaucoup de pertes, d'énormes pertes. Et tout le temps, les années que les producteurs ont mis, n'est-ce pas, l'énergie qu'ils ont, comment dirais-je, dépensée pour produire, tout cela disparaît dans la nature. Or, c'est quand les efforts sont conjugués, n'est-ce pas, il y a de bonnes initiatives pour créer la richesse qu'on peut espérer le développement économique. D'un autre côté également, vous voyez, des fois, les produits sont bradés parce que les conditions de conservation ne sont pas bonnes. Et quand il arrive un moment où on constate que, bon, on risque de perdre tout ce qu'on a produit, on est obligé de brader. Les produits ne sont plus vendus à leur prix réel. Et tout cela, ça crée des difficultés. Voyez-vous, donc je crois que c'est très important. Ce don de l'UEMOA, ça permettra, n'est-ce pas, aux producteurs de produire dans de bonnes conditions, de les conserver. Maintenant, en dehors de ça, il y a le problème de transformation qui se pose. Parce que lorsque c'est produit au plan local, lorsque on produit abondamment, il faut trouver des débouchés, des circuits pour pouvoir les vendre. Parce que non seulement il nous faut consommer ça au plan national, mais il faut également exporter aussi. Exporter également. Il faut exporter. Si on exporte et puis ça apporte beaucoup de richesses, ça peut nous permettre également de développer l'économie. À côté de cela, il faut penser à la transformation. C'est un problème très important. Je sais que l'État béninois a beaucoup de projets dans ce sens-là. Il n'y a pas longtemps, au Conseil des ministres, je crois qu'il y a des décisions qui ont été prises dans ce sens-là. Et le pouvoir en place a fait le diagnostic et s'est dit qu'il faut également agir dans ce sens-là pour permettre aux paysans non seulement de produire davantage, de conserver, mais de pouvoir avoir les moyens de transformer pour que nous consommions au plan local, que nous puissions également vendre à l'extérieur pour contribuer au développement de notre économie. François-Xavier Noumon, ces infrastructures-là ont coûté, le DP l'a rappelé tout à l'heure, 2,6 milliards de nos francs CFA. Et quant à leur capacité, il faut retenir que c'est 6 magasins de 1000 tonnes, 15 magasins de 2000 tonnes, un magasin de 3000 tonnes et 2 magasins de 4000 tonnes. On sait que ça fait au total 24 magasins répartis dans 24 communes. C'est un soulagement, on le dit tout à l'heure, c'est un soulagement pour les paysans. Oui, à l'évidence, oui, c'est un soulagement. Et plus qu'un soulagement, je pense que c'était un impératif. Simplement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une problématique qui revient de façon régulière et qui... au vu de tout ce qu'il y a comme perte. Il suffit encore une fois d'aller vers Djidia, d'aller dans le Koufo, ainsi de suite, pour voir un peu dans les marchés combien de produits sont jetés, bradés comme le DP l'a dit, ou tout simplement perdus par défaut de conservation. Donc encore une fois, c'était un impératif. Et je pense que le projet ne s'arrêtera pas là parce que au niveau à l'échelle de l'UEMOA, je pense que c'est pas le Bénin seul qui est concerné. Je pense que c'est la plupart des pays des pays membres, simplement parce que c'est une problématique qui est commune à tous les pays subsahariens. La conservation des produits, leur stockage. C'est le maillon qui manque généralement à la chaîne de production et qui pénalise à un haut point notre agriculture. Maintenant, il va de soi que pour des magasins de 1000 tonnes, il y a forcément une mutualisation au niveau des producteurs, des paysans, parce que à ce niveau de stockage, à part les gros producteurs, et puis les gros producteurs ont généralement les moyens de stocker leurs produits. Alors les petits paysans, je pense que ces infrastructures sont dédiées à la multitude de paysans. On ne va pas dire petits paysans ou paysans, il n'y a pas de petits paysans, il n'y a que des paysans. Ceux qui ont des productions modestes
afin de leur permettre de mutualiser leur surplus, ce qu'ils n'ont pas pu vendre ou céder sur le marché. Et arriver aussi, ça pourrait donner des idées pour la commercialisation de ces produits. Il pourrait y avoir en basse saison des commercialisations, des ventes aux enchères, ainsi de suite, pour permettre aux paysans de gagner un peu plus qu'en temps normal. Donc à tout point de vue, ces magasins de stockage tombent à pic. Mais je pense que c'est une partie du problème qui est réglée. Il y a encore de la marge pour doter tout ce qu'il y a comme centre de production de notre pays de ces magasins de stockage. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelques mois de cela, par exemple pour la filière ananas, le gouvernement béninois, avec l'aide de quelques partenaires, ont installé directement à l'aéroport de Cotonou un centre de stockage et de réfrigération de ces produits-là, simplement parce que jusque-là, les producteurs sont souvent pénalisés par les normes européennes, les normes de conservation. Donc, je pense que dans tous ces secteurs, il y a des efforts qui sont entrepris, et c'est leur cadence soutenue qui feront que d'ici là, les paysans pourront auront ne plus se faire de soucis pour la conservation de leurs produits. Parce que parfois, certains paysans, à cause des pertes post-récolte, à cause de la mévente, parfois renoncent à certaines cultures qui pénalisent très vite la sécurité alimentaire. Si vous imaginez un instant qu'une bonne partie de nos paysans cessent de cultiver du maïs, ça nous mettrait dans une situation très compliquée. Alors, mais quand vous mettez un peu à leur place, quand vous faites une culture et vous ne vous retrouvez pas dans vos comptes, alors vous essayez de chercher très vite ce qui pourrait vous aider à rentabiliser votre lopin de terre et vous passer à autre chose. C'est arrivé plusieurs fois dans le coton. Ces dernières années, on peut dire que ce pari est en passe d'être gagné. Maintenant, il faut obligatoirement essayer de surveiller aussi les autres filières qui sont vitales pour notre économie, les produits vivriers, le maïs, le haricot, ainsi de suite. Il y a beaucoup de ces filières qui sont indispensables pour notre sécurité alimentaire. Parce que ce qui est visé, c'est permettre aux paysans de stocker, évidemment, de rentrer dans leurs frais, d'avoir une maîtrise de leur production, mais surtout en arrière-plan, c'est surtout la sécurité alimentaire qui est visée. Et parce que le maïs manquant à l'appel, d'autres produits vivriers manquant à l'appel, c'est toute la sécurité alimentaire de notre pays qui est menacée. Donc c'est un apport vital, quelle que soit la taille de ces magasins, c'est capital pour notre survie à tous. Alors, dites-nous, M. Yawedéou, quel impact économique ce don pourrait avoir sur l'économie béninoise? Oui, d'abord au bas niveau, parce que quand il y a pénurie à un moment donné, c'est que le prix monte et il y a déstabilisation du système économique à la base. C'est au niveau foyer déjà que aller à l'acquisition du produit devient un problème, donc ça déstabilise l'économie au niveau cellulaire. Vous voyez, donc ça commence déjà par régler ce problème. Et si à la base le problème est réglé, je crois que l'économie au niveau national doit pouvoir ressentir. Et donc ça va régler le problème de stabilisation des prix et d'une certaine planification. Et en ce moment-là, il y aura encouragement au niveau de la production. Et là, nous pourrions atteindre un niveau de production qui pourra nous permettre de penser à une industrialisation avec ceci comme matière première. Je prends juste un exemple. Vous achetez de pouces beaucoup qui n'aiment pas prendre de l'alcool, nous aimons prendre notre tchapalo. Bon, si vous ne voulez pas de tchakwal avec caramel, il y a des dames qui en font avec le maïs. Et c'est de très bonne qualité. Et aujourd'hui, à des réceptions, on commence par constater que beaucoup ont commencé par préférer ça. Vous voyez.
Donc, s'il y en a en quantité industrielle, on peut déjà commencer par mettre ça sur le marché, par la production, et ça va devenir une boisson nationale. Donc, vous voyez, mais si on n'a pas la matière première, ce n'est pas possible. Donc, voilà un aspect économique. En dehors de la consommation directe, ça peut passer comme matière première pour l'industrialisation. Et le maïs, c'est dans beaucoup de produits. Et aussi, on pourra désormais chercher à enlever tout ce qu'il faut pour que les recherches peuvent aller dans ce sens, pour que les diabétiques et autres à qui on déconseille puissent avoir leur repas préféré indiqué à ce niveau-là. Donc à partir du moment où ça commence par exister, les réflexions commencent par évoluer et le niveau économique ressent son cours à partir de ce côté-là. Voilà, le ministre de l'Agriculture, à cette occasion, avait énuméré quelques points importants. Il a notamment dit que, par exemple, ces magasins-là, leur arrivée constitue aussi un modèle économique pour quitter la précarité, mais aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Pour assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est une réalité, dans la mesure où il faut que les produits soient d'abord disponibles. Vous constatez parfois que nous sommes au Bénin où nous n'avons pas tellement des problèmes de pluviosité comme dans d'autres pays semi-désertiques, même à côté le Burkina Faso, le Niger et autres là. Et c'est du Burkina Faso que on transporte des sacs d'oignons et de tomates ici et de très bonne qualité. Alors que nous n'avons pas ce problème ici. La nature est clémente, généreuse, on nous a fait don de la pluie. Nous n'avons pas ces problèmes-là, contrairement à d'autres pays, alors que ceux qui sont à côté ont eu vraiment le génie, malgré ces difficultés naturelles, de pouvoir produire. À contre-saison, je dis, pouvoir produire et de très bonne qualité. De gros oignons, de grosses tomates, et qui envahissent nos marchés ici. Alors que nous avons la pluie et on devait produire en quantité et en qualité. Vous voyez donc, on ne comprend pas. Et il faut pouvoir réfléchir également dans ce sens-là. La disponibilité du produit. Vous avez beau produire, et si vous n'avez pas les moyens de les conserver, c'est un problème. Et à des moments donnés, nous manquons du piment, nous manquons de la tomate, et ça devient très cher. Alors que nous avons des régions où la terre est fertile, on peut produire en quantité. Donc il y a ce problème-là, ça vient régler en partie ce problème-là. Quand les paysans, n'est-ce pas, font l'effort de produire, il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir conserver. J'ai parlé de la disponibilité des produits, mais il faut insister également sur la qualité. Parce que dans la sous-région, comme l'a souligné tout à l'heure Xavier Noumon, ce don-là, ce n'est pas uniquement au Bénin, mais c'est pratiquement tous les États membres de l'UEMOA. Donc, alors, si c'est comme ça, nous devons pouvoir produire en qualité. Une chose est de pouvoir conserver. Mais si vous conservez des produits de mauvaise qualité, comment vous allez pouvoir les faire écouler sur d'autres marchés? Avec la concurrence, où chaque pays fait l'effort de montrer que ces produits sont de très bonne qualité et peut contribuer à une bonne santé. Si vos produits sont de mauvaise qualité, vous ne pouvez pas les faire écouler. Il faut que les produits soient disponibles, conserver des produits de bonne qualité, mais pouvoir trouver des débouchés, des marchés pour les faire écouler. D'accord. Ensuite, j'insiste encore sur la question de transformation. Nous avons commencé déjà à la petite échelle. Vous voyez, avec du riz, on fait du hablo ici, des gâteaux, avec de l'haricot, il y a des sortes de gâteaux, avec l'arachide qui transforme pour faire des galettes. Avec le manioc, on fait du pain. On doit pouvoir encourager cela. Réfléchir, trouver les moyens qu'il faut pour que ça puisse aller à une grande échelle, n'est-ce pas, de transformation. Tout en respectant les normes. Respectant les normes, évidemment. Et si déjà, au plan local, il faut songer à comment les consommer au plan local, les transformer, les consommer, et ensuite envisager des débouchés à l'extérieur. François-Xavier Noumon, n'est-ce pas là un coup de pouce au gouvernement dans son programme Faim Zéro?
Oui, exactement. Fin zéro, ça vise directement la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, essayer de résorber tout ce qu'il y a comme foyer de malnutrition dans notre pays. Mais pour revenir à ce que le doyen Gadafo vient de dire, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qui s'agrègent un peu sur sa réflexion. Promouvoir ce qui est fait chez nous, la transformation. Ce qui tire la transformation déjà vers le haut, c'est la consommation. Je pense que si les Béninois, déjà, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à prendre du tchakbalo ou à consommer local. Ça n'a jamais marché. Donc, si les gens eux-mêmes, puisqu'il y a des velléités de transformation sur le marché, si les Béninois eux-mêmes se saisissent d'un produit et commencent par fouetter la consommation vers le haut, la filière décollera d'elle-même. Parce que parfois, il y a beaucoup de propositions, de velléités de transformation qui sont tuées dans l'œuf simplement. Souvent, on a l'habitude de s'invectiver. Les Béninois n'aiment pas ce qui est consommé. Le Béninois n'est pas différent de l'Américain ou du Français. Si le produit plaît, et puis un point, c'est tout. On veut consommer. Si le produit ne plaît pas, on passe à autre chose. Donc, ça vaut aussi pour nos productions. Donc, si le produit est bien, si les gens aiment ça, forcément la consommation sera tirée vers le haut et les paysans sauront automatiquement dans quoi investir, quoi faire, ainsi de suite. Et c'est toute la chaîne qui est tirée vers le haut également. L'autre chose, c'est par rapport à ce que moi j'appelle la concurrence déloyale. On parlait de tomates et d'oignons. Il faut savoir que, par exemple, ces oignons et ces tomates qui viennent du Burkina Faso, la plupart du temps, sont génétiquement modifiés. C'est à cause de ça que ces tomates résistent aux intempéries, au transport et sont toujours en très bonne forme quand ces tomates viennent sur le marché. Le Burkina a fait ce choix il y a quelques années. Je pense qu'ils sont en train d'en sortir. Ils ont fait ça pour le coton. Ça a mal tourné. Ils sont revenus aux anciennes espèces de coton. Je pense que c'est la même chose qui est en train de se produire pour les produits vivriers. Pendant des années, ils ont réussi à inonder le marché ouest africain simplement parce qu'ils avaient des espèces qui leur permettaient de produire plus, parce que génétiquement modifié, ça produit plus. Ça consomme peu d'eau, c'est ce qui explique aussi que pour un pays à très faible pluviométrie, ils arrivent à avoir des quantités pareilles. Donc pendant des années, ça continue d'ailleurs, même si le volume a diminué, on avait une concurrence déloyale venant de ce côté-là. Il faut ajouter aussi que la partie du pays où on produit de la tomate, par exemple, c'est dans le septentrion, vers Malanville, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y a des crues, ça fout en l'air toute une saison. Et on le vit chaque année, hein, le fleuve Niger, ainsi de suite, qui dévaste bon nombre de production et de lopins de terre. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui viennent déstructurer un peu aussi la chaîne de production. Mais avec les filières que le gouvernement a mises en place, même si je pense que pour les produits maraîchers, il y a tout un programme pour ça. Je pense qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour permettre aux producteurs pour assainir déjà ces zones de production et permettre à ces producteurs de pouvoir, disons, tenir la production du début jusqu'à la fin et pour pouvoir augmenter en volume. Donc il y a énormément de petites problématiques qui viennent s'agréger sur ce problème bien précis de stockage et de conservation. Très bien. On va parler d'éducation avec le retour de la dictée aux examens de fin d'année. Le CEP, cette année, par exemple, il y aura bel et bien la dictée. Je ne vous ferai pas l'affront. Conseil à vous de vous demander depuis combien de décennies vous avez eu votre CEP. Ça doit faire beaucoup d'années. Mais alors, de quel œil voyez-vous cette décision-là de faire revenir la dictée dans l'enseignement, notamment aux examens de fin d'année? Oui, ça fait exactement 40 ans que j'ai composé. C'était en 79. Wow. La session du 79. Ça fait 40 ans. C'est faible 79. Oui, le CFEB, oui. Donc, je crois que le retour de la dictée est une très bonne chose. Parce que avec la dictée, vous êtes obligé de vous former en grammaire, en conjugaison et en orthographe. Et là, parce que vous êtes obligé de lire beaucoup pour pouvoir exceller en dictée, le vocabulaire est là et le français est amélioré automatiquement. Or, c'est en français que nous avons toutes les autres matières
qui enseignent. Oui. Donc, forcément, la dictée qui avait été supprimée par le nouveau programme était, à mon point de vue, à l'analyse, j'ai trois problèmes, 3 points. Le premier, c'est d'abord notre curricula qui qui prend en compte notre comportement. Vous voyez, notre comportement, c'est-à-dire notre niveau de développement, et qui n'était pas trop conforme, très adapté, je vais dire, au principe du nouveau programme. C'est-à-dire que quand on introduit l'ordinateur, alors que toutes les zones ne sont pas dotées encore de l'électricité chez nous, quand on introduit des recherches sur Internet déjà aux enfants, alors que l'Internet n'est pas partout, vous voyez, donc il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. On a très tôt fait le choix d'aller à un niveau où on ne devrait pas aller. Deuxième problème, notre niveau de sous-développement ne nous permet pas d'abandonner encore nos racines, c'est-à-dire que le fait d'enlever la dictée et autres, vous voyez, nous n'avons pas encore un niveau élevé pour que d'office nous lisions c'est-à-dire que quand vous saisissez sur ordinateur, même la France a fait l'expérience, les tablettes, on a abandonné tout ça, mais ça leur a marché parce qu'ils avaient déjà un niveau élevé. Mais chez nous, ça devient coupé, collé. Ça fait que les racines même de la connaissance, nous les avons abandonnées alors que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc, des élèves qui ont commencé par utiliser même des tablettes chez nous ont commencé par avoir des problèmes parce que la faute, c'est l'ordinateur qui te donne la faute. Vous voyez, mais ne te dis pas pourquoi il y a eu cette faute-là. Donc, on ne sait pas. À partir du moment où tu es obligé de produire toi-même, c'est la catastrophe. Mais quand tu lui demandes d'écrire avec ordinateur, il écrit sans faute, mais lui-même ne peut pas écrire sans faute ou composer sans faute. Vous voyez, donc on ne peut pas. Si je dois prendre l'exemple, ça doit être ce qui a amené la Chine à prendre sa propre langue pour le développement. Ça a permis de mettre en synergie tout ce qui naturellement permet à l'enfant d'avoir la connaissance et de se développer. Vous voyez. Donc le retour de la dictée est une très bonne chose parce que ça nous ramène dans notre base d'évolution à partir du bas. Mais le troisième point que je vais aborder très rapidement, c'est que le retour est une très bonne chose, puisque nous l'avons fait, c'était éliminatoire. Dictée éliminatoire, vous voyez. Donc ce n'était pas une très mauvaise chose, mais on a constaté quand même qu'il y avait des camarades qui étaient très bien en mathématiques et en sciences d'observation et autres, mais qui ont été éliminés par la dictée et qui n'ont pas eu la chance de continuer. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse encore pour voir comment est-ce qu'il ne faudrait pas bloquer aussi ces compétences-là. C'est-à-dire qu'il faut ramener la dictée en même temps elle est éliminatoire, c'est ce que vous voulez? Non, éliminatoire, ça exclut certaines compétences parce qu'il y en a qui écrivent d'abord très mal, qui parlent très mal, quoi qu'on dise, c'est pas trop leur problème, mais quand vous mettez les calculs au tableau, ils descendent. Est-ce qu'il faut que la dictée éliminatoire bloque l'évolution de ceux-là? Donc c'est pour ça que si la dictée doit revenir et que ça doit être éliminatoire ou ça doit être vraiment une barrière, il ne faut pas que la barrière redéfinisse un peu, parce que je dois saluer déjà l'introduction de la dictée dans les écoles normales. Il n'y en a pas eu cette année, mais l'année dernière, la dictée est rentrée dedans et je crois que ça a été dosé comme coefficient, et parce que déjà, ceux qui doivent enseigner, si eux-mêmes ne sont pas au niveau, donc je crois que
ça a bien commencé. Alors, DP Gandaro, le retour de la dictée, une bonne initiative. Oui, c'est cela pour vous ou bien je ne parlerai pas c'est pas opportun. Je ne parlerai pas de bonne initiative. D'accord? Nous avons fait une expérience. Nous nous sommes rendus compte que au bout du chemin, il y a des problèmes. N'est-ce pas? Nous avons commencé par parler du baisse de niveau. Du baisse de niveau, il faut faire le diagnostic. Ouais. Alors, nous nous sommes dit qu'il y a des matières qui ont été substituées, qui ont été remplacées par d'autres dans les programmes d'enseignement parce que nous voulons être modernes. Ce n'est pas mauvais. Nous voulons nous aligner sur les autres. Le monde évolue, il faut que nous évoluions avec le monde. Ce qui a été fait, ce n'est pas dans une mauvaise intention. D'accord? On a commencé par parler de l'ancien programme et du nouveau programme. Ouais. Le débat a été très long. Certains pensent que non, le nouveau programme, ce n'est pas ça qui est à la base des problèmes, non, ceci, cela. Donc le débat continue. Mais nous nous sommes rendus compte, parce que ça c'est la réalité, que le niveau a baissé. Les élèves qui écrivent très mal et qui lisent très mal. Les écrits D'accord? sont... On a commencé par simplifier, par abréger, au lieu d'écrire, et puis comme il a dit, avec le développement de la technologie, oui. on veut tout écrire, simplifier, et c'est grave, ça contribue au baisse de niveau. Moi, je veux simplement aller très loin, un souvenir lointain. Dans les années, dans les années 72-73, moi j'ai fait le CM2, c'était d'abord le CEP, certificat d'études primaires, et puis l'entrée en 6e. C'est les deux ça. Si je n'ai pas, c'est pas en 1972, c'est en 1973, j'ai eu mon CEP. Je n'ai pas pu avoir l'entrée en 6e pour aller au collège. Donc j'ai repris la classe de CM2. Voyez-vous? Oui. Donc c'était très important. À l'époque, on parlait de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, du vocabulaire. Vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison. Je parle de lointain souvenir parce qu'il y avait l'art de conjuguer, le syllabaire, on a commencé au bas niveau par Mamadou et Bineta, le syllabaire, l'art de conjuguer et autres. Voilà des manuels. Analyse grammaticale. Analyse grammaticale. Et tous les matins, à l'école, on commençait par ça. Vous savez que, à l'époque, aujourd'hui, bon, on refuse les sanctions, mais la chicotte était là, le palmatoire, et puis, les matins très tôt, vous commencez par ça. C'est le petit déjeuner, c'est le café. D'accord? Vous passez à la dictée, et le maître est derrière, les bras derrière avec sa chicotte, et en même temps, il vous suit. Il n'attend pas la fin de la dictée. Vous faites une faute, alors là, vous avez des tapes derrière ou sur la tête. Ça fait très mal. Je me rappelle ce jour-là où j'ai passé, bon, la veille, j'ai révisé la conjugaison, la grammaire, tout ça. Mais au moment de la dictée, le matin, très tôt, une petite erreur, je ne me suis pas rendu compte. Le maître m'a donné 2 paires de gifles. 2 paires de gifles. J'étais un peu souffrant. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ça. Mais ça m'a fait du bien. Ça permettait aux élèves de lire beaucoup. Parce que la lecture, voyez-vous, on a perdu cette habitude-là. On lisait beaucoup les manuels qu'on avait. Et puis les matières, vocabulaire, grammaire, conjugaison, ça vous permet de comprendre le sens des mots et de pouvoir bien écrire. Aujourd'hui, tout cela a disparu parce qu'entre-temps... On lisait, mais on ne récitait pas. Ah, n'est-ce pas? Voyez-vous, donc c'est une toute petite histoire pour vous dire que c'était sérieux, il avait la rigueur, mais cette habitude-là, et avec l'ancien programme, on évoluait beaucoup plus. Et avec la dictée, vous appreniez beaucoup. Parce que dans la dictée, il y a tout. Vous avez des mots avec le vocabulaire que vous comprenez. Vous avez la conjugaison, là. Vous avez la grammaire. Tout cela est pratiqué à travers la dictée. Mais lorsque on a retiré la dictée, vous avez vu, on a voulu simplifier, mais ça a créé beaucoup d'autres problèmes plus tard. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la dictée est la bienvenue. Ce n'est pas une initiative, cela existait. Oui. Et c'est ça qui a permis dans les années 60, 70, aux élites d'alors, à nos cadres d'alors, les Dahoméens qui ont fait la fierté du Bénin, n'est-ce pas? Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, où vous voyez que les Akowé d'antan, Akowé col blanc, c'était des Dahoméens. Bien instruits. Oui.
à côté des, excusez-moi, des Nigériens, des voltaïques, puisque c'était la haute volta à l'époque, et bien d'autres. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu l'appellation quartier latin de l'Afrique. Voilà, quartier latin de l'Afrique. Les enseignants, c'était beaucoup plus les Dahomey en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils étaient plus nombreux là-bas. C'est pourquoi on nous appelait quartier latin de l'Afrique. Donc il faut retourner aux vieilles habitudes. Je ne le dis pas pour dire qu'il ne faut pas évoluer, le monde évolue. Oui. On parle de la globalisation. Il faut évoluer avec le monde, mais évoluer tout en réfléchissant et en gardant ce qu'on peut garder. Je ne suis pas conservateur en tant que tel. Garder ce qu'on peut garder et associer, combiner à la nouveauté, à l'évolution pour que nous puissions grandir et que nous puissions, comment dire, nous développer. François-Xavier Noumon. Oui, vous n'êtes pas un conservateur, mais un grand historien. Je me demandais si le prof qui vous a giflé, il est encore... Sinon, la criette est là. Non, là pour régler. S'il vous plaît. Déjà, oui, François-Xavier. Il faut dire que, sans être passéiste, il y a quelque chose de fondamental. Et je vais revenir sur ce que le doyen a dit tout à l'heure. Je pense que même pour un scientifique, il n'y a pas de mathématiques sans maîtrise de la langue. Les plus grands scientifiques sont ceux qui maîtrisent correctement la langue. Quand vous faites des calculs, ça va. Mais quand il s'agit de faire du raisonnement, de la logique, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, quel que soit votre génie, vous n'irez nulle part. Donc je pense que l'acquisition de la langue est un impératif. Ça se passe de commentaires. Je ne suis jamais arrivé à comprendre. Pas pour jeter la pierre à ceux qui ont été auteurs de cette fameuse réforme du nouveau programme. Je ne remets pas leurs compétences en cause, mais je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui comment ces éléments ont été retirés du curricula. Simplement parce que l'acquisition de la langue précède la pensée. Si vous ne maîtrisez pas, quelle que soit la langue, même nos vernaculaires, si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne pensez pas. Vous ne concevez pas, vous n'appréhendez pas votre environnement, vous ne faites rien. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une anomalie qui a été réparée. Moi, j'aurais souhaité, je ne connais pas exactement la composition du curricula, que voilà, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, analyse grammaticale, conjugaison, orthographe, tout soit ramené simplement parce que ça participe d'un tout. On ne peut pas, on n'est pas au même niveau de développement que les pays occidentaux, même si on aspire à arpenter les mêmes chemins. Aujourd'hui en France, l'orthographe est apparemment facultative. La dictée, oui, bon, en fait, il y a toujours de la dictée, mais bon, il y a une manière, les élèves, grosso modo, les élèves se corrigent eux-mêmes. Donc, mais ça participe d'une certaine évolution de leur société. Nous sommes encore dans une phase ascendante où nous devons obligatoirement essayer d'avoir une maîtrise parfaite de la langue dans laquelle nous nous exprimons. Simplement parce que ça nous permet d'appréhender tous les autres secteurs de la vie. Donc je pense que c'est une anomalie qui vient d'être réparée. Encore faut-il que, moi je ne serais pas contre, hein, encore une fois je ne l'ai pas fait, que le probatoire revienne, non pas pour exclure des gens, mais quand même pour certaines filières, il est important d'avoir de tamiser à un certain niveau. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui. Maintenant, la dictée, elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, au-delà de la dictée, ce qu'on pouvait regretter, c'est la méthode d'enseignement. Je pense qu'on n'a pas réellement, avec le recul aujourd'hui, on n'a pas réellement besoin d'une chicotte, de moyens quelque peu, parce que ça laisse des séquelles. Moi, je suis un adulte, mais il faut dire que les lundis matins, les jeudis matins sont toujours aussi angoissants. Simplement parce que, comme le doyen l'a dit, en CM2, c'était le lundi matin qu'on avait dicté et les punitions étaient au prorata du nombre de fautes. Donc, que vous le voyez ou non, oui, j'ai eu de très bonnes notes ensuite, j'ai fait mon cursus sans aucun souci. Mais après, ça laisse quand même des séquelles parce qu'il y a des souvenirs qui nous reviennent, il y a des postures qui deviennent angoissantes et ça suit toute la vie. Donc je pense pas ça a été une bonne chose quand même de proscrire les punitions, comment on va dire, les punitions physiques. Mais il y a d'autres méthodes pour permettre à l'enfant de se tenir à carreau et de faire ce qu'il a à faire. Et donc je pense que c'est une très très bonne chose que la dictée soit revenue. Encore faut-il que ça ne soit pas dispensé
au rabais, parce qu'il y a ça également. Ah oui. Il y a énormément de choses qu'on doit retrouver. Vous parliez de lecture. Aujourd'hui, pour ne pas choquer quelques goûts, c'est une catastrophe. Parce que si vous ne lisez pas, vous ne connaîtrez rien. Votre vocabulaire sera toujours aussi pauvre. Donc, quelle que soit votre intelligence, vous ne débuterez pas plus de 10 mots. On dira, ah oui, mais il est fort en mathématiques. Oui, il est fort en mathématiques, mais il n'est pas... Parce qu'il y a une autre problématique liée à cette période où on a de grands cadres, ainsi de suite. Il y a toujours, dans notre éducation, il y a toujours un problème de conception. Parce que vous avez beau être très fort en mathématiques, vous avez beau être très fort en sciences physiques, ainsi de suite. Quand vous n'êtes pas capable d'adapter ce que vous avez appris au monde qui vous entoure, essayez d'être à même de réfléchir et de concevoir, vous avez un problème. Donc ça a toujours été c'est lié à la manière dont notre éducation a toujours été faite. Je pense que c'est un pan à corriger parce qu'on est toujours dans la performance, la récitation, avoir fait le maximum d'exercices. Il y a très peu de place il y avait dans les séries scientifiques des matières qui traitaient de la logique, ainsi de suite. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a quelques matières qui sont importantes, quelle que soit la filière, pour permettre à nos apprenants de pouvoir laisser libre cours à leur imagination. Et c'est ça qui fait de grands scientifiques. À terme, c'est ça qui fait de grands littéraires, simplement parce que ces individus qui ont déjà la maîtrise de la science ou de la langue, leur avoir permis depuis le banc des écoles de pouvoir laisser libre cours à leur imagination, leur permet en fin de compte de pouvoir sortir des inventions. Parce qu'on se plaint à chaque fois, ce sont toujours les autres qui inventent, nous ne inventons pas, même s'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc pour moi, c'est un tout. La dictée, c'est bien, mais encore une fois, c'est un tout qui permet à l'apprenant d'avoir le bagage qu'il faut pour pouvoir impacter son environnement, puisque c'est le but au final. Mais il va falloir aussi sérieusement travailler les enseignants, hein, parce qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui n'ont peut-être pas vécu la dictée eux-mêmes, qui ont fait le nouveau programme. C'est un mal, parce que si on se plaint du niveau des apprenants, c'est parce que quelqu'un aussi n'est pas forcément à la hauteur, l'éducateur, je veux dire. Oui, s'il y a un enseignant qui a fini l'école normale, je crois, au moins ces 5 dernières années, je crois, c'est sûr qu'il a fait un nouveau programme. À moins qu'il soit un ancien qui a voulu revenir dedans. Et sinon, depuis 10 ans, l'université, tous ceux qui sortent maîtrise, licence, c'est un nouveau programme. Donc, comme je le disais, il y a juste une petite histoire, hein, un inspecteur de l'enseignement primaire qui devrait aller passer le CEAP et qui est rentré dans la salle. Et la deuxième phrase, faute pour l'enseignant. 4e phrase, faute. Il avait déjà commencé par ranger ses affaires. Et 5e phrase, faute. Il a demandé à ses collègues membres de jury pour dire quand l'enseignant sera prêt, nous allons revenir. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Il dit, je ne sais pas dans quelle langue il veut dispenser le cours et qui va nous permettre à nous autres de comprendre, parce que la langue qu'il parle avec ses enfants, peut-être on ne connaît pas. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est pas évident que on puisse évaluer. Donc il est sorti, l'inspecteur est sorti avec les autres membres du jury. Donc c'est pour dire que c'est déjà très bien que les inspecteurs commencent par mettre la pression à ce niveau-là. Et ça ne va pas être seulement au niveau des écoles que ça doit se passer. Même entre enseignants, aujourd'hui, on doit s'avouer, c'est une question d'humilité. On doit s'avouer, à 17h, à la fin du cours, les enfants s'en vont, nous nous retrouvons entre nous pour nous faire la dictée. Nous, au primaire, au CM1, CM2, c'est tous les matins dictée. 7h, vous êtes là, vous faites la dictée, vous corrigez, et le directeur ou le maître arrive, et la faute que chacun a eu à faire, on note ça déjà sur sa copie, parce qu'on fait, et on permute les copies, et on fait les corrections très rapidement. Oui.
et chacun sait combien de coups de chicotte il attend ou coups de pamatoire il attend. Ça fait que quand on te frappe pour ça une fois, tu dis je ne ferai plus jamais ça. Et à la maison, on demande mais pourquoi il y a eu ci, il y a eu ça. Donc l'enseignant aussi regarde, il voit rapidement les fautes banales qu'il y a eu et on corrige. Et c'est là où commence même le cours de grammaire, ou le cours de conjugaison et autres, parce qu'il voit rapidement, il voit là où l'ensemble, la majorité a fléchi, et il dit, ah, ça, cette règle grammaticale-là, il faut que... Donc, comme ça évolue. Ça permet aussi de maîtriser des expressions, de connaître des auteurs. Oui. Depuis, vous voyez, tout ça évolue. Donc, aujourd'hui, il faut nécessairement qu'au niveau des enseignants même, ce n'est pas seulement que dans les écoles qu'il faut le faire, parce que l'école, on a la pression de toutes les matières, on ne se développe pas bien dans là où on est faible. Donc aujourd'hui, les enseignants même doivent pouvoir se dire, nous devons nous faire de la dictée, corriger et tout ça, pour que l'expérience soit partagée. Ah, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça? Je crois qu'ils doivent avoir cette humilité-là. Et que aussi, la dictée ne s'arrête pas au CPE. Puisque nous, au BPC, on avait fait également la dictée. Oui. Donc, il faut que ça monte jusqu'à ce niveau-là. Et je me demande s'il ne faut même pas aller un peu au-delà, en attendant de relever le niveau. Oui, que jusqu'en terminale, on puisse de temps en temps faire des dictées, même si c'est plus dense. Il faut quand même donner le goût de la dictée. Oui, c'était un peu ça. Tous les matins, nous, on faisait. Et quand on se retrouve encore à la maison pour faire études, si nous sommes 4, quelqu'un prend, il fait, l'autre prend, il fait, et on permet, on corrige. Donc, on était à plus de 20 dictées par semaine. Vous voyez, ça permet de corriger les niveaux avec les pages africaines, tome 1, tome 2, tome... Oui, avec des français, choses, hein. Et vous cherchez à comprendre pourquoi il y a eu cet accord-là, pourquoi on a mis mies, pourquoi il n'y a pas, ce n'est pas accordé. Oui. Donc le participe passé, tout ça là, c'était facile à maîtriser dans le temps. Donc il faut s'y mettre. Euloge Gandaro, les apprenants, la préparation s'est faite en moins de 2 ans. Est-ce qu'on pourra espérer grand-chose pour cette épreuve de cette année? Oui, bon, n'attendons pas forcément à avoir 100% ou 90% d'admissibilité tout de suite, n'est-ce pas? Nous avons perdu les habitudes, on a commencé par avoir des difficultés, il y a eu des insuffisances, tout cela va se corriger dans le temps. Le plus important est que nous ayons pris conscience de la situation, n'est-ce pas? Vous avez parlé des apprenants, il y a aussi les enseignants, certains n'ont pas le niveau qu'il faut. Nous ne le disons pas pour dire que tous ceux qui ont fait le nouveau programme n'ont pas le niveau qu'il faut pour travailler. Il y a des enseignants du nouveau programme, mais qui sont bons. Donc, ne leur jetons pas l'opprobre. Il ne faut pas forcément penser que c'est ceux qui ont fait l'ancien programme qui sont bons, qui ont le niveau. Non. Il y a des enseignants du nouveau programme, mais qui ont le niveau qu'il faut. D'accord? Normalement, même quand vous n'êtes pas professeur de français, on a vu des médecins. Médecins que vous devez pouvoir bien parler, bien vous exprimer, bien écrire. Bien sûr. Par le passé. Et les hommes politiques que nous avons vus, les élites dont nous parlons, mais il y avait des experts comptables. Et il y a des médecins. Justin Aromadegbe, c'est un médecin, dentiste. Hein, le regretté président Émile Derlin Zissou, c'est un médecin, je crois. Mais ceux-là, voyez, quel honneur ils ont fait au Bénin. Donc, même si vous êtes mathématicien, médecin, tout ça, là, vous devez pouvoir bien vous exprimer, bien parler ce que vous avez appris, bien écrire. Donc, je pense que c'est une bonne chose, le retour de la dictée. Il faut pouvoir maintenant, comment dirais-je, il faut un suivi à tous les niveaux. Les élèves qui ont commencé maintenant, ils n'avaient pas l'habitude de la dictée. Donc, c'est progressivement, voir un peu, et adapter avec les nouvelles réalités. Ils vont s'adapter et puis nous aurons les résultats que nous espérons. Malheureusement, on est arrivé au terme du temps imparti pour la causerie de ce matin. Merci à tous d'avoir participé aux échanges. Constant Yawedeo, vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci d'avoir été là. Euloge Gandaro, directeur général du quotidien Le Grand Matin. Et puis François-Xavier Nmon, notre chroniqueur maison. Merci François-Xavier aussi d'avoir participé à la causerie de ce matin.